Tout le monde veut venir à Hawaï. Il n'y a pas de surf, pas de vraie compétition sans Hawaï. Vous pouvez aller partout dans le monde, mais vous finirez encore et toujours à Hawaï. Cette bordée de 12 km qu'on a n'existe nulle part ailleurs. C'est magique ici, 12 km. Sur les 12 km de la côte nord de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï, déferlent les plus puissantes vagues de la planète. On raconte que c'est sur ces vagues que jadis le surf est né. Elles attirent chaque année des milliers de surfeurs venus du monde entier. Si vous regardez bien autour de vous sur la côte nord, c'est un endroit avec une énergie très spéciale ici, vous comprenez? Non mais sans blague, comment se plaindre? Regardez ça, c'est incroyable. Rien que d'être ici et d'en faire partie, c'est sûr, il n'y a rien de mieux. Pourquoi? Parce qu'on a les meilleures vagues du monde. Il y a des vagues qui peuvent être vraiment sympas. Il y a Viland, Chance, Waimea. Tu as aussi Phantom et aussi Sunset. On a même Pipeline, la vague la plus difficile à surfer. On est fiers d'être des Hawaïens d'ici. Parce que tout le monde vient ici et finit par dire « Ouais, je suis d'ici, moi, je suis d'ici. » Mais honnêtement, excuse-moi, mais moi, ça me fait vraiment chier. Parce qu'ils sont pas d'ici. Il faut être fier de qui tu es, d'où tu viens, du sang qui coule dans tes veines. Nous, on est nés ici, on a grandi ici. On est encore très peu nombreux dans ce cas. Et c'est vraiment important pour moi dans mon cœur. Depuis 1976, en réaction à cette invasion trop souvent synonyme de désordre, les natifs de la côte nord se sont réunis pour former le club des surfeurs hawaïens, le Hui au Hehe Nalu. C'est eux qui sont chargés de la sécurité des compétitions. Pour se distinguer des autres surfeurs, le clan a choisi de porter un short noir, signalant ainsi son appartenance au club et son droit au respect. C'est la raison pour laquelle on appelle ses membres les Black Shorts. Sur ce short noir est imprimé un emblème ancestral, le Petroman, représentant un surfeur stylisé inspiré d'un pétroglyphe gravé dans une caverne de l'île. Hui Hehe Nalu signifie le club des glisseurs de vagues. Hui veut dire club. Le club, les membres. O veut dire deux. Hehe Nalu signifie les glisseurs de vagues. Tu vois, Hehe, c'est le calamar, la pieuvre. Il glisse sur les roches. Donc, Hehe Nalu, ce sont les glisseurs de vagues. Le Hui, à la base, c'est l'élite des surfeurs des temps modernes, telle qu'elle aurait pu exister par le passé. Dans les temps anciens, ils avaient ces endroits où seuls les alihi, seuls les rois, avaient l'autorisation de surfer. C'est de là que viennent nos couleurs, le rouge et le jaune. Le noir est la couleur de la terre, la roche volcanique, notre terre. Et le rouge et le jaune sont les couleurs de nos anciens, nos alihi. Le club a été créé en 1975. Nous nous sommes rassemblés, nous voulions former une sorte d'association de surfeurs pour devenir plus quelque chose comme une camaraderie et au fond, pour pouvoir en quelque sorte faire régner l'ordre sur notre région avec tout ce monde qui affluait de l'extérieur. Quand j'étais gamin, à l'âge de 17 ou 18 ans, il y avait des Australiens. Il y avait... Est-ce que c'était l'IPS avant la SP? Oui, IPS, International Professional Surfing. Donc il y avait cette organisation des Australiens, des Afrikaners, des gens du monde entier qui venaient à Hawaï. Et ils exploitaient notre espace, exploitaient l'endroit où nous vivons. Ils transformaient notre pays en une espèce de grande pagaille, avec des gens venant de partout, envahissant tous nos spots. Ça devenait important de réglementer tout ça.
Buttons Kaloyokalani fut l'un des premiers surfeurs professionnels hawaïens. Il a rejoint les Black Shorts dans les années 70, révolté par le comportement irrespectueux des surfeurs venus d'ailleurs, écrasant les coutumes locales. C'est à cette époque que les Black Shorts adoptèrent la manière forte dans leurs actions pour faire régner l'ordre sur les plages et défendre les droits des surfeurs locaux. À cette époque, il y avait ce qu'on appelait les bronzes d'Aussies. Il y avait Ian Cairn, Jimmy Banks, et puis Peter Tony, d'accord? Et ils ont commencé à dire des sacrées conneries, et ils ont dérouillé. Ça, ils ont dérouillé. Ils se cachaient dans leur hôtel, et comme je dis, ils ont eu que ce qu'ils méritaient. Les Hawaïens ne se laissent emmerder par personne, d'accord? Aloha signifie bonjour, je t'aime, mais aussi au revoir. Aloha a une multitude de significations. Et les gens prennent notre aloha, notre gentillesse, pour de la faiblesse. Et les Hawaïens ne sont pas des gens faibles. Nous ne sommes pas des gens faibles, mais c'est notre éducation. Quoi que nous ayons, nous aimons tout donner. Tu sais quoi? Ici, tout le monde est accueillant. Allez, viens manger un morceau, viens boire un coup. Il y a un vrai fossé ici, un vrai fossé. Lorsque les étrangers arrivent ici, ils restent à l'écart des locaux, ils restent entre eux. Ils créent leur petite communauté, viennent imposer leurs fichues règles de blanc. Loin de Malibu, mec. On recréera à Malibu, mec. Et ça se plaint et ça pleurniche sur le moindre truc. Quand le club a débuté, personne n'avait d'enfants. C'était nous les enfants. Et c'est en grandissant que nous avons fait les règles. Ils disent que la côte nord était une espèce de Far West. C'était peut-être le cas. Mais c'est comme ça que les choses se sont faites. C'était nécessaire. Nous devions réglementer notre océan. Nous devions réglementer notre espace de vie. Sinon, les autres nous auraient marché sur les pieds. Eddie et les Hui, enfin les gars du Hui, ils devaient, les étrangers qui entraient dans le pays avec des intentions illégales, peu importe de quelle sorte, tu vois ce que je veux dire, ils devaient les foutre dans l'avion et les renvoyer d'où ils venaient. Les Black Shorts étaient plus d'une vingtaine. Ils finirent par assurer la sécurité des plages du North Shore. Pour être aussi puissantes, ces vagues génèrent un fort courant juste au-dessus d'un récif de corail à fleur d'eau. Tout surfeur qui s'y risque met sa vie en jeu. De nombreux accidents se produisant chaque année, seuls des nageurs très expérimentés pouvaient sauver des vies. C'est pour cette raison que les membres des Black Shorts, connaissant cette côte mieux que quiconque, étaient choisis pour venir en aide aux imprudents. Mon père, Eddie, Bob Saikau et tous les fondateurs du club, ils n'appréciaient pas du tout que quelqu'un entre sur leur territoire et interdise à leurs enfants de surfer les meilleurs jours de l'année. Et ça, seulement parce que des étrangers arrivaient chez eux pour surfer en se réservant les meilleures vagues. Avant, quand j'étais gamin, tu ne fonçais pas sur un type plus âgé que toi ou tu étais sûr de t'en prendre une. Tu ne fonçais pas sur un type plus âgé, tu restais à ta place et tu attendais ton tour. On ne manque pas de respect à quelqu'un de plus âgé. Jamais. C'est comme ça, ça ne se fait pas. Ces gens qui viennent d'ailleurs, d'où qu'ils viennent, peut-être qu'ils prennent toutes les vagues qu'ils veulent, qu'ils sont très agressifs chez eux. Ici, on respecte les surfeurs les plus anciens, il y a une hiérarchie à respecter, il faut mériter sa place. Tu vois, dans le monde du surf, là où ça merdait le plus, c'était sur la côte nord. Parce qu'il n'y avait pas de réglementation. Personne réglementait tout ça, ni l'État, ni personne. Et ça, quelle que soit la ville. Tout du long, malgré une telle concentration d'écoles de surf. C'est pour ça que les Black Shorts ont pris le contrôle. Donc très bien. Personne ne le faisait, eux ils l'ont fait.
Je ne sais pas pourquoi ils ne nous respectent pas. Parce qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes, ils ne respectent pas les gens avec lesquels ils vivent, ils viennent d'un endroit où il n'y a pas de respect alors. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas comment les gens peuvent être aussi stupides. Ici, le respect est très important, il faut respecter tout le monde ou personne ne te respectera. Eddie Rothman, c'est le fondateur du clan, le leader, qu'ils appellent ta boss. Sur le North Shore, tout le monde le connaît et le respecte. Il fait déjà partie de la légende. Ça, c'est Rosie. Quoi de neuf? Rosie, c'est la terroriste du quartier. Wow. Eddie habite une maison sur la plage, à Sunset Point. C'est le repère des Black Shorts. À l'époque, on a fait notre premier championnat, le Backdoor Shootout. Et là, ça dit, il y a une équipe pour nous défier? Et pas de règles, ça va secouer. Et nous avons gagné. Nous devions gagner ce challenge cette année-là. C'est la première fois que l'équipe du Hui a gagné. Je crois que c'est Kelly Slater qui est arrivé en premier, Johnny Boy en second. Ça, c'est Buttons Kaluyo Kalani. Ça, c'est moi. Et ça, c'est Dan Kealoha. Et lui, c'est Leonard Drago. C'est difficile d'évaluer leur mensuration. Mais Leonard fait déjà 123 kilos là-dessus. Mais je suppose que c'est l'angle de prise de vue qui lui donne l'air maigrichon. Ça, c'est une vieille photo, ça. Elle a été prise pour une publicité de Quicksilver. Ça, c'est une grande partie des membres du club tout au début. Lui, il est mort d'une crise cardiaque. Il était jeune. Kavika, il avait 71 ans. Ça a vraiment été un moment difficile. Il est décédé. Celui-là est décédé. Je ne sais plus exactement. Lui, c'est sûr, il a été tué. Lui, il est tombé du haut d'un immeuble. On n'a jamais su comment, mais il est tombé. Et celui-là, il est toujours là. Eddie Rothman a grandi sur le North Shore, où il a été adopté par des Hawaïens. Il y a vécu l'âge d'or, quand la région était encore inconnue des surfeurs étrangers. À cette époque, on pouvait surfer en toute liberté les vagues de cette côte encore sauvage. Il n'y avait pas de compétition et les touristes étaient rares. Adolescent, on l'appelait Fast Eddie. Certains disent que c'est parce qu'il forçait les voitures plus vite que son ombre. D'autres affirment que c'est parce qu'il surfait Sunset en lui tournant le dos. Ses talents indiscutables de surfeur, son esprit rebelle et sa détermination firent de lui le chef du clan. Dans les années 70, on peut dire qu'il fut la terreur des surfeurs du monde entier. C'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Vous êtes allé en prison ou quelque chose du genre? Seulement quelques petites visites. 6 mois par-ci, quelques mois par-là. Ça va, rien de grave. Mais pour quel motif? J'ai été accusé la dernière fois pour extorsion et kidnapping. Mais c'était en fait qu'une simple bagarre. Le type était en train de taper sur ma secrétaire et c'est moi qu'on a arrêté pour avoir tapé sur ce type. Lui, il faisait environ 1m90 et 114 kilos. On m'a dit qu'il avait plein d'os cassés. Ouais, bon. Il fallait pas qu'il plaque la petite contre le mur. Ils l'ont arrêté et moi aussi.
J'ai évidemment gagné l'affaire. Lorsqu'il a dû témoigner, il était déjà en tôle pour avoir agressé une autre fille, la tenant par les jambes à la fenêtre de son hôtel. Mais l'État a tout de même maintenu une accusation contre moi. C'est comme ça, ils sont tordus. Avant ça, j'ai été accusé d'extorsion sur des dealers de drogue, ou encore de terroriser le voisinage. Ce genre de conneries. Et à la fin de tout ça, c'est le procureur, son nom est Gary Motherferry. Écoute bien, le procureur Gary Motherferry qui est allé en prison pour avoir trafiqué de l'ice, des cristaux de méthamphétamine, quelques années après. La belle affaire. Celle-ci, elle les met tous hors de l'eau. Ouais. Cet endroit est un endroit inhospitalier pour les gens qui vivent ici depuis des générations. Et ça a toujours été comme ça depuis l'arrivée des missionnaires. Castle Cook, Alexander, Baldwin et Young, ils possèdent toutes les terres aujourd'hui. Eh oh, où sont les noms hawaïens? Parmi tous les grands propriétaires terriens, il n'y a aucun nom hawaïen parmi eux. Becherby, Alexander, Baldwin et Young, il n'y a pas une seule propriété foncière qui porte un nom hawaïen. Ils sont venus au nom de Dieu et de Jésus. Et on te prend ta putain de terre. Regarde les Mormons, ils possèdent des terres partout dans la région. Ils arrivent et ils payent avec leur argent pour que les gens partent avec tout leur bordel. Et ils le font toujours. Et ça avec le pouvoir de Dieu. Eh ouais, c'est comme ça que le monde fonctionne. Eh ben, il y a des gens qui sont fatigués de tout ça. C'est le capitaine Cook qui découvrit en 1778 ce qu'il appela alors les îles Sandwich. Il importa avec lui la syphilis et d'autres microbes qui firent passer la population de l'île de 300 000 à 60 000 âmes en un an. Plusieurs vagues d'arrivants lui succédèrent au cours du siècle qui suivit, et notamment des missionnaires venus de Boston pour convertir les sauvages en leur interdisant la pratique de leur langue et de leurs coutumes. C'est ainsi que le surf fut interdit. Ces missionnaires à l'austérité repoussante s'approprièrent les terres et avec l'aide de leurs alliés blancs, finirent par expulser la dernière reine d'Hawaï, Kapiolani, pour permettre enfin l'annexion de l'île comme 50e État de l'Union américaine le 21 août 1959. Ce que craignent les Black Shorts par-dessus tout, c'est que le North Shore devienne comme Waikiki, où le béton et l'asphalte ont remplacé les dunes de sable et où les tours opérateurs déversent un flot incessant de touristes qui viennent bonder les plages. La manifestation d'aujourd'hui fait référence au gouverneur, Madame Lingle, qui essaye de vendre les terres hawaïennes qui ont été cédées. Cédées signifie en réalité terre volée. Elle n'a en fait aucun droit de vendre ces terres.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du renversement de la reine par la nation blanche et l'occupation d'Hawaï. On marche pour la cause, tu vois. Que tout le monde sache ce qui se passe ici. En fait, d'importantes compagnies viennent ici pour prendre toutes les terres. C'est la raison pour laquelle cette manifestation a lieu à Waikiki, la Mecque de tout le Sud-Pacifique et de la Polynésie. Regardez autour de vous, et que voyez-vous, hein? La cupidité entrepreneuriale, voilà où on en est. C'est pour ça que tout le monde prend des photos. Ils essaient de nous faire passer pour des Indiens. Ils essaient de faire passer le peuple hawaïen pour des Indiens d'Amérique. Ils essaient de dissimuler leurs crimes d'extermination en nous considérant comme des tribus indiennes. Ce sont nos terres. Nous avons le droit d'avoir nos maisons. Nous avons le droit d'avoir des écoles. C'est le seul État où l'Union fait monter les contributions foncières. Ce mec là-bas a vendu sa maison pour plus de 4 700 000 $. Merde, et notre taxe foncière s'envole. Et ceux qui n'ont pas un revenu suffisant, ils doivent partir. Est-ce que tu crois qu'ils vont vivre à Waikiki? Les choses n'ont pas changé depuis 200 ans. Ils continuent à arnaquer les Hawaïens autant que possible. C'est pour ça que tu vois peu d'Hawaïens ici. Où est-ce qu'ils vont? Dans les terres. Hey, regarde dans la vallée. Madame la gouverneure voulait reprendre les baux, prétendant que les Hawaïens n'auraient jamais été propriétaires de ces terres. Et dans ce cas, elles étaient à qui, hein, Maligne? À tes copines lesbiennes? Va te faire foutre, tu vois. Ça continue encore et toujours. Il y a eu un courrier d'excuses aux Hawaïens écrit par... c'est quoi son nom? Clinton? Oui, nous avons volé ces terres. Oui, nous ne possédons pas ces parcelles. Oui, ce sont les vôtres. Mais attention, pour les récupérer, il se passe quoi? Dégage de l'Irak, dégage d'ici, ça va. Et vous, dégagez d'Hawaï. Ce short noir, c'est le Hui Oenalu. Je dois remercier Eddie Rothman, un frère qui a réuni la communauté dans son ensemble pour la défense du surf. Tout en étant vigilant sur les compagnies qui s'approprient nos richesses et les exportent en dehors de chez nous. Et qui nous imposent des individus qui décident pour nous de ce qui se fera ou non. Eddie fait un sacré boulot pour notre communauté, en unissant les gens. Ça représente la communauté hawaïenne dans son ensemble, avec Eddie Rothman, un homme au grand cœur. Chaque année, sur la côte nord, le Hui Oenalu organise sa propre compétition à l'hawaïenne, le Backdoor Shootout. Une occasion pour les Black Shorts de se retrouver et de resserrer les liens qui les unissent. Chacun prend part à l'organisation bénévolement. C'est l'entraide et la camaraderie qui priment, et en font certainement le championnat le plus couleur locale et le plus fraternel d'Hawaï. Le Backdoor Shootout a été créé à force de voir les surfeurs hawaïens assis sur la plage, spectateurs de compétition dans leur propre pays sans pouvoir y participer. Dans les autres pays, ils ne laisseraient pas ce genre de situation merdique arriver. À Hawaï, c'est « Bienvenue, faites comme chez vous ». Ici, quand t'es hawaïen, tu payes trop de taxes. On te dégage de ta maison et on te jette à la rue. C'est comme ça que ça marche. C'est ça, Oahu. Rien n'a changé depuis 200 ans. Alors on a mis en place des compétitions pour que les locaux puissent briller. On a donc demandé aux entreprises d'investir 20 briques chacune pour 4 surfeurs. Et à ton avis, qui est-ce qu'ils ont choisi d'inscrire? Ils ont choisi des Hawaïens. Ils ont bien pris aussi quelques étrangers, ça et là, mais pour l'essentiel, ils ont opté pour des locaux, parce qu'il leur fallait du muscle. Si tu mets 20 briques pour une équipe dans une compétition, il vaut mieux choisir des locaux. 75 à 80%, voire 90% du temps, il n'y a que des locaux d'ailleurs. Pourquoi? Alors qu'il y a tant de surfeurs dans le monde entier.
Où sont donc les surfeurs venant de toutes parts, hein? Pourquoi prendre des Hawaïens? Parce que si tu payes pour la compétition, tu vas avoir les meilleurs. C'est comme ça que les Hawaïens ont enfin pu briller aussi. Le Backdoor Shadout est un événement prestigieux. C'est comme le Eddie Aikau. Il n'a pas besoin d'avoir lieu tous les ans. C'est pas nécessaire. Toutes les sociétés y mettent de l'argent. Tu surfes 3 ou 4 fois, t'es jamais éliminé. Ils gardent les 3 meilleures vagues de chaque surfeur. Et c'est comme ça que la compétition fonctionne. C'est un championnat par les surfeurs, pour les surfeurs. Mon père fait pas d'argent avec ça. Personne se fait d'argent là-dessus, en dehors des surfeurs. C'est comme ça que toute compétition devrait se dérouler. Les promoteurs se font d'habitude 400 briques, et toi tu toucherais 15 briques pour avoir gagné? Parce que c'est lui qui a mis en place la compétition, ou parce qu'il a demandé à son personnel de mettre ceci et cela en place? Alors il va toucher 400 000. Et pourquoi ce serait comme ça? C'est pas lui qui risque sa vie. C'est bien plus qu'une simple compétition. Si on était juste là pour prendre la vague, que la vague soit bonne et tout le tralala, ça voudrait pas dire grand-chose. Chaque Backdoor Shadout que nous avons eu jusqu'à présent a toujours été avec des vagues de 10 pieds parfaites, 8 pieds, voire 6 pieds, tout simplement parfaites au moment où la vague se forme. Ici, nous avons Pipeline et c'est une vague qui est très difficile à surfer. Et à l'autre extrémité de la vague, tu as Backdoor. Et Backdoor est encore plus difficile. Le récif est à fleur d'eau. Parfois, tu te plantes. C'est simplement la vague la plus sauvage qu'il y ait ici. Et il faut un sacré coup de main pour emprunter ce spot-là. En fait, si tu sais surfer Pipeline, tu peux surfer quasiment toute l'année. Backdoor, un jour clément, les mecs y arrivent seulement 3 ou 4 fois dans la journée. Backdoor, c'est la vague la plus dangereuse du North Shore. C'est comme son nom l'indique, la porte dérobée de Pipeline, la vague mythique la plus rapide de la côte. C'est une occasion pour le Hui au Hehenalu de montrer sa puissance. Comme par le passé, la compétition commence par une cérémonie d'incantation au dieu des vagues pour qu'elles soient nombreuses et puissantes. Les Hawaïens pensent que leur vie entière vient de l'océan, vient de la mer. Alors quand on est dans l'eau salée, on enseigne à nos enfants quelques bases élémentaires. Numéro 1, ne jamais tourner le dos à l'océan. Et numéro 2, ne jamais mimi, ne jamais uriner dans l'océan. Parce que c'est de là que vient la vie. C'est là que notre vie a commencé. Du moins, lorsque nos ancêtres entraient dans la mer, c'était parce que c'était un espace spirituel et sacré, le domaine des dieux. Par exemple, un jour d'orage, personne ne surfe. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est le jour où ce sont les dieux qui surfent. Les origines du surf remontent à la nuit des temps. On en retrouve des traces gravées dans les cavernes de l'île sous forme de pétroglyphes. D'abord réservé aux chefs et aux dignitaires, il se répandit parmi le peuple avec la levée des tabous. Dans ses carnets de voyage, le capitaine Cook, à la fin du XVIIIe siècle, relate pour la première fois les exploits sur les vagues des intrépides Hawaïens, pour qui la pratique du surf est avant tout une expérience mystique et non un sport.
Les seules traces dans l'histoire du surf debout et de planches faites spécialement pour ça, c'est à Hawaï qu'on les trouve. Ça a émergé ici il y a plus d'1 millier d'années. Beaucoup pensent que nous sommes arrivés sur l'île il y a 2000 ans, voire moins. Mais il n'en est rien. Nous sommes à Hawaï depuis bien plus longtemps. Plus de 5000 ans en fait. Quand nos ancêtres sont arrivés ici, il y a quelques milliers d'années, ils ont trouvé d'immenses arbres gigantesques connus sous le nom des arbres Wili Wili, Koa et d'autres sortes d'arbres dans lesquels ils pouvaient tailler leurs très larges planches. Ainsi, en Basse-Polynésie, comme à Tahiti par exemple, ils surfaient en se mettant sur les genoux et sans doute ils se levaient peut-être pendant 1 seconde ou 2. Cette planche est faite de bois de koa. C'est un bois qui était utilisé dans les temps anciens. Seuls les chefs pouvaient surfer là-dessus. C'était très rare que quelqu'un d'autre qu'un chef surfe sur du bois de koa. Tout d'abord, du fait de son poids. Et puis, ça représentait leur mana, ou autrement dit, quelque chose comme un symbole phallique. C'était très présent. Et quand on parle de chef, on parle d'ailleurs d'hommes et de femmes, car souvent on comprend exclusivement qu'il s'agissait d'hommes. Mais en fait, les femmes avaient une place importante dans la lignée des chefs et du mana. En fait, les femmes avaient beaucoup plus de mana que les hommes. Elles étaient d'ailleurs toujours prêtes à les défier, et en particulier en matière de surf. Une planche de cette taille serait certainement une planche de chef dans les temps anciens. Celle-ci est une planche de chef. Il y a des années, lorsque Greg Noll et toute sa bande a fait son apparition, ils disaient qu'avant eux, personne n'avait surfé sur les grandes vagues de la côte nord. Mais tout ça, c'est vraiment des conneries. Parce que, de par notre histoire, nous savons que nous avons toujours surfé sur d'immenses vagues et sur des planches comme celle-ci. Les gens avaient oublié que c'était faisable. En fait, aujourd'hui, je fabrique et je monte mes propres planches. Mon principal intérêt est de montrer que nous avons toujours surfé. Je voulais savoir si oui ou non, à cette époque, nous pouvions surfer. Et la seule façon de le savoir, c'était de fabriquer moi-même ces planches et de les monter. Parce que personne ne les fabriquera pour moi. C'est toujours un peu trop épais ici. Le bois indique de lui-même comment il veut être coupé. Il doit être coupé comme ça. Il part en bande vers l'intérieur. Et moi, tout ce que j'ai à faire, c'est le ressentir. Tu sais, le balancier va de l'avant à l'arrière, puis d'un bord à l'autre. En le touchant comme ça, je m'assure qu'il y a une bonne circulation bien lisse jusque sur la plat. Ici, par exemple, sur ce nœud, c'est encore un peu trop épais. Lorsque je remonte une vague avec ce genre de planche, c'est un sentiment inexplicable. C'est vraiment difficile pour les autres d'imaginer. Il faut compter sur le moment, sur la vague, sur le poids de la planche. Tu as vraiment besoin d'un poids bien défini, car c'est ce qui donne la stabilité à la planche quand on rentre dans la vague qui grandit. La planche va très vite. Alors quand tu te laisses descendre dans cette vague, tu ne peux qu'avoir des émotions. Personnellement, je ne peux pas m'empêcher de rire chaque fois que je prends mon envol sur une grande vague.
Mieux vaut ne pas être heurté par une de ces planches. Si jamais une de ces planches te percute, je te le garantis, tu coules à pic. Moi, ça me fait pas peur. J'aime assez ça, en fait. J'ai besoin de connaître ce dont mes ancêtres étaient capables. Et d'une façon plus générale, je pense que le monde entier a besoin de savoir. Aujourd'hui, ce qu'ils font dans le surf avec leurs planches modernes, je crois qu'ils ont tout faux. Ils sont restés coincés dans les innovations technologiques. Pourquoi pas? Mais ils ne devraient pas revendiquer cela comme étant traditionnel. Tom Pohaku Stone est professeur de civilisation hawaïenne à l'université d'Honolulu. Pohaku veut dire maître des ténèbres en langue hawaïenne. C'est dans les ténèbres que doit jaillir la lumière et la vie dans les croyances anciennes. Il accomplit donc sa tâche mystique en enseignant à l'université. En souvenir de ses ancêtres, c'est pieds nus qu'il donne ses cours, dans le plus grand respect de la tradition. Now that's just institutionally, that's why call me. If it's really important, send me an email. Yeah, so you don't do that. Crash the couple. We have to Nous learn devons from our apprendre de notre histoire. What we do today. Notre façon de faire aujourd'hui est vraiment très loin de ce que nous faisions il y a 1 millier d'années. Les gens tiennent pour exceptionnel ce que font les surfeurs de nos jours. Évidemment, le surf acrobatique est très innovant. Mais le mouvement de départ, quand tu te lèves sur la planche, reste finalement le même. C'est toujours la même chose. Et ça, peu importe la vague. Aujourd'hui, le surf est complètement différent. Tout le monde doit se ressembler et tout le monde se ressemble. Tout le monde surfe de la même façon. Tout le monde fait tout de la même façon. C'est comme s'il y avait 1 million de Kelly Slater d'un seul coup dans l'eau. Ou encore Mick Fanning, ou encore Andy Irons, ou Bruce Irons. Ils se ressemblent tous. Il n'y a que peu d'individus qui sortent du lot, et ça dans chaque génération. Généralement, si ton père fait de grandes choses, il faut prendre la relève. Je savais que j'allais devoir faire mes preuves. J'en ai beaucoup parlé avec mon père. Et il a défini comment il voulait me passer le flambeau. Je sais qu'il attend de moi que je maintienne le club et que je veille à ce que tout se passe en douceur. Enfin, ce genre de choses, quoi. Makua devait avoir dans les 4 ans. Il traînait avec les Inoa, mes 2 fils. On a dû voyager dans le monde entier quand il était jeune. Très jeune, vraiment très jeune. Ah, c'est sûr, il est clairement incroyable sur de très grosses vagues. Mais maintenant, il fait ses preuves autant sur des petites vagues que sur des grandes. C'est un gars dangereux. Il est très dangereux. Il peut te mettre hors jeu. Tu vois ce que je veux dire, hein? Makua, comme son père Eddie, a grandi sur les plages du North Shore qui furent son terrain de jeu quand il était enfant. Aujourd'hui, c'est un surfeur professionnel. Il est depuis quelques années un des plus grands champions de tow-in, discipline où le surfeur, tracté par un jet ski, part affronter les énormes vagues du large.
Je sais pas pourquoi je surfe. J'ai peut-être été envoyé sur Terre pour ça. Il y a des gens qui font des documentaires. Il y a des gens qui deviennent docteurs, d'autres qui deviennent avocats ou encore qui nettoient les salles de bain. Peut-être que j'étais mis sur un surf pour devenir un surfeur parce que depuis toujours, même bébé, il n'y a que l'eau que j'aime. J'aime pas l'école. Je n'aime rien d'autre en dehors de l'eau. Ma mère est très sportive. Elle est coach. Je lui dois cet héritage athlétique. Mon père aussi, il est très sportif. Il s'entraîne tout le temps. Ce sont vraiment mes parents qui m'ont donné mes meilleurs gènes et les meilleures chances. Dès les premiers jours, ils m'emmenaient avec eux faire du boogie boarding. Simplement parce que j'adorais l'eau. Je me suis levé très tôt ce matin-là. En arrivant à Sunset Point, une vague venait de déferler sur le spot. Juste avant. Elle a traversé l'autoroute pour atterrir dans le fossé du Sunset Store. C'est un sacré bout de chemin, au moins 2 pâtés de maison. De la route à Sunset Point, cette vague géante. Et je me suis dit, il était 6h30. Je me suis dit que dans 6 ou 7 heures, elle allait toucher Maui. C'était la plus grande vague que j'ai jamais vue. Alors je suis rentré à la maison et j'ai dit à Makua, tu pars pour Jaws. Et en grognant, il m'a répondu qu'il avait sa dose. Il me dit, je pense pas, non. Alors je lui ai dit, tu ferais mieux d'y penser à 2 fois, mon pote. Lève-toi de ton fichu canapé et avance. Mon père m'a réveillé le matin en me disant, tu vas à Jaws. Et je lui ai répondu, non, je vais pas à Jaws. Je vais surfer dans le coin. Pense-y encore, tu vas à Jaws. Maintenant. Je lui ai alors répondu, ok. Tu sais, on peut pas contredire mon père. Sur le chemin, on voyait tout le monde rentrer chez soi. On entendait, il n'y a plus de vagues. Tout le monde va déjeuner. Des nuages arrivent. Et le temps commence à se gâter. Alors, on s'est dit, pourquoi pas y aller, au cas où. On s'échauffe, on surfe, on revient et on surfe à nouveau avant que le temps ne s'assombrisse. La première vague de Makua a été la vague. Eh ouais, ça a été sa vague d'échauffement. L'océan entier s'est élevé tout à coup. Une unique et immense vague. Énorme. Waouh. Alors on m'a dit d'y aller. Alors je l'ai lâché et j'ai alors pensé, je l'ai lâché trop tôt. Peut-être que j'ai attrapé la vague trop tôt. Et je commençais à descendre encore et encore. Et là je me suis dit, oh, finalement peut-être pas, j'ai peut-être lâché au bon moment. Je regarde autour de moi, je vois l'arrière de la vague qui se brille, et je décide d'aller jusqu'au bout. Je sentais mes jambes trembler, elles me faisaient mal, et j'étais... Ah. Et on m'a dit, prends la prochaine. Moi j'ai répondu un truc du genre, non, je peux pas. Elle n'était pas comme les autres. J'ai senti qu'elle était différente. Elle m'a pris toute mon énergie. Par chance, quelques photographes étaient restés. Sinon, personne n'aurait jamais su ça. Regarde ce magnifique endroit que nous avons. Imagine si personne s'en souciait. Ouais, et alors? On va être mal vu en faisant ça? Il vaut mieux rien faire. Eux, ils ont essayé d'aider. Et certains disaient, ah, les Black Shorts, c'est pas bien. Ce sont des sales types, et blablabla. Ce sont pas de mauvaises personnes. S'ils sont en face d'une mauvaise personne, alors oui, sans doute, ils deviendront eux aussi une mauvaise personne. Mais vous pouvez demander à n'importe qui en dehors des voleurs ou de ceux qui essayent d'exploiter une situation. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand il y a une personne normale qui vient à Hawaï, elle est toujours bienvenue, quoi qu'il arrive.
Par contre, si quelqu'un vient dans l'intention de tirer avantage sur des gens qui ne savent même pas ce qui leur arrive, quelqu'un qui est inscrit dans la marge d'une invisible mention et en fait te fait miroiter autre chose, alors là oui. Les oui, eux, ils sont toujours restés fidèles à ce en quoi ils croient. Prendre soin de tout ça. Ils le font, quoi qu'on en pense. En 1975-76, ils ont fondé le club. Et ils nettoyaient les plages, les rendant à la communauté. C'est une organisation à but non lucratif. Et tout l'argent qu'ils peuvent percevoir va à l'achat de sacs poubelles, de nourriture pour les fêtes. Nous organisons par exemple une fête pour Noël, où nous accueillons toute la communauté. Tu vois, le mendiant qui est dans la rue, qui n'a pas assez de nourriture, il est plus que bienvenu à nos fêtes. Tu vois ce que je veux dire? On donne à manger à tout le monde. Ce n'est pas réservé qu'à certains. C'est pour que tout le monde profite. C'est ce que souvent les gens ne comprennent pas. Ils nettoient les plages, la montagne, et quelque part, ils nettoient la communauté des gens dégueulasses. C'est ça la base. Dès que vous avez vos sacs poubelles et vos gants, allez vous mettre en rang à l'extérieur à côté de la sécurité. Ils ont des t-shirts pour vous les mecs, ok? Suivez-moi. J'ai dit on y va. Allez, on y va. S'il y a des ordures, jette-les dans le sac poubelle. Travaillez ensemble, travaillez ensemble. Plusieurs fois par an, les membres du Hui au Hehenalu se réunissent pour nettoyer les plages dans divers endroits de l'île. Ils se retrouvent tous réunis, œuvrant pour la communauté, prenant en charge l'élimination des détritus laissés par les touristes. Uncle B est le coach des plus grands champions qui ont grandi sur le North Shore depuis les années 70. Derek O, Mark Oxilupo, Johnny Boy Gomez, Sonny Garcia, Andy et Bruce Irons ou Makua Rothman sont passés par ses conseils. Le futur du surf hawaïen est entre ses mains. Pipeline était ma vague préférée quand j'étais plus jeune. Quand t'es jeune, tu te la joues plus, tu te conduis de façon pas toujours sensée. Et je traînais toujours dans le coin. J'allais jamais m'amuser. Je garais ma voiture et je surfais toute la journée. C'est le genre de vague, si tu décides de la prendre, tu dois y aller. Sinon, ça peut te coûter la vie. Pourquoi je ne porte pas de black short? Parce que j'en ai pas besoin, de toute façon, c'est ma famille. Et je respecte ça. Je ne ressens pas le besoin d'en porter. Parce que de toute façon, j'en fais partie, c'est comme le sang qui coule dans mes veines. D'accord? Il n'y a rien de plus profond dans mon cœur que le club. D'accord? Parce que nous sommes la Côte-Nord. Et pour être honnête, d'être ici, d'y vivre, c'est quelque chose de très spécial. You know, kavika o ka heke o nā pua ka ui na mātahi ina mara mara mahau i tu ia ka lono pele kane ho alo he te tuini o parani na mai e ka pua i luna o ka paake ano he matua haina ia mai ka pua na no ka lani ka wika he inua
kauam e me ka pono na motu e ta ki a ho imagin e ka ki o peletane e mai ta ki a wai ba hum e ko he ka e ka ba ho ka ne alo no o lo no wi ka makahiki e ho he e ta ne mo manata ne ha we a pa ho ali e mai e salani o ka la ka no he no ai e o mai e kalani o ka la ka no he no e o mai e kalani o ka la ka no he no Olu na ka la ka mo ka